Attention, il faut toujours noter que les propos et points de vue exprimés par les invités ne nous représentent pas nécessairement. Merci. Bonjour à vous, ODH Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui viennent de découvrir cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ODH TV 2. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Matin OVNI, OVI. Mais passons dès à présent à un sommaire détaillé. Au sommaire de cette édition, dans le courrier des ODH Notes, c'est Patrice Galacteros, président de l'association OVNI Paris, Franck Morin, auteur et ufologue, et Jean-Louis Lagneau, directeur de la revue LDLN ou Lumière dans la nuit, qui s'en charge. Vous retrouverez Gilles Durand, membre de l'association du Sceau, Sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques, dans la rubrique Brouillage. Bruno Botta, membre du Sceau, d'OVNI Paris, reporter au DHTV pour la région Île-de-France, mais également membre du GUI, groupe d'ufologues indépendants, répond aux questions de cette édition. Puis nous passerons à l'agenda des prochains événements en ufologie. Nous aborderons ensuite la deuxième partie de cette édition, l'actualité OVNI, avec l'intervention de Rémi Fauchereau, ufologue, et président de l'association d'études des phénomènes aériens. Et nous terminerons par la troisième partie de cette édition, le dossier, le troisième épisode de la série Culture OVNI, ou ufologie pop ou ufologie populaire, ufologie dans la science-fiction 2. Mais commençons tout d'abord par les infos d'ODH TV. Premièrement, nous vous remercions d'avoir répondu à notre sondage sur de futurs thèmes à aborder dans les prochaines vidéos des chaînes YouTube ODH TV Archives et ODH TV 2. Vous nous avez envoyé de nombreux sujets. Cependant, il y aura une sélection, car il y a certains sujets qui ont déjà été abordés dans le passé sur ODH TV. Alors, dernièrement, tu étais avec nous au camping et on a regardé la série OVNI. Alors, je voudrais savoir ce que tu as pensé de quoi de la série OVNI. L'épisode que tu as vu. Alors, cet épisode, il m'a fait rire, c'est divertissant. Je vais peut-être pas regarder tous les épisodes, hein, parce que si c'est ce genre de plaisanterie, alors c'est pas de la gauloiserie, c'est pas la soupe aux choux, c'est quand même un niveau au-dessus. Hein. Alors, le bon côté, c'est que ça évoque des choses aux ufologues. Les gens qui connaissent le sujet, ça les fait rire de voir le GEPAN, surtout que le GEPAN n'en a pas une opinion très élevée, donc voir leur côté un peu ridicule, bon, ça fait plaisir, quoi. Faut être honnête. Oui, c'est bien. Mais j'aurais aimé quelque chose de plus punchy, mais bon, mais j'ai pas vu tous les épisodes, ils sont peut-être pas tous pareils. En gros, j'ai aimé. Alors, elle est particulière. Moi, je dirais déjà sur la forme, bravo pour les décors, parce qu'on se sent vraiment dans les années 70. Ça fait parfois un peu kitsch, mais c'est vraiment les décors de l'époque, il y a un gros travail dessus. Après, on sent qu'ils se sont renseignés au niveau du GEPAN. Donc, l'organisme a été créé en 77. Et on voit que le style d'enquête correspond à peu près à ce qui se fait actuellement. Et puis après, bien sûr, il y a une autre ligne où on suit des affaires qui ont l'air d'être extraordinaires, qu'ils sont ou ne sont pas, vous le saurez en regardant la série. D'accord. Alors, question de BSCV Kezako. Le mois d'août a-t-il été fructueux en observation d'OVNI ? Alors, du côté de LDLN, j'ai aucun témoignage. Je sais que j'ai beaucoup de contacts avec pas mal d'associations et pas mal d'ufologues indépendants. Et de leur côté aussi, il n'y a pas eu grand-chose au mois d'août et ça a l'air très très calme. Et ça fait quelques mois maintenant qu'on est dans le creux de la vague, comme on dit. Ce qui est tout à fait normal. En ufologie, on a eu beaucoup de périodes où c'était très creux. Et d'un seul coup, ça repart à la hausse, on ne sait pas pourquoi. Et souvent, quand le creux de la vague dure longtemps, et ça on peut faire une étude ufologique là-dessus, on peut faire une étude de cas, et souvent quand la période de creux est très 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 importante, on s'aperçoit qu'il y a des vagues
apparaissent, tac, tac, qui sont super importantes. Et j'espère que ça va être le cas, parce que franchement, ça serait super intéressant de revoir des 5 novembre, des jours, des années comme ça. Moi j'ai eu des témoignages, je ne sais plus si je les ai eus en août ou en juillet, mais oui, dans ce moment-là, j'ai eu quand même quelques témoignages, mais c'était que des méprises. La plupart c'était des méprises, j'ai pas eu un cas, j'ai même pas eu un seul cas enfin dans le département de Lyon, j'entends, toujours, je me réfère toujours au département de Lyon. Par contre, qui venait de l'extérieur, j'ai eu 2-3 cas, oui. Boulogne-sur-Mer, Puy-de-Dôme, Lyon. 2-3 cas. Mais c'est pareil, c'est des cas qui sont pas enquêtés, je sais pas ce qu'il y a derrière. Hein. Ça peut être des méprises aussi. Hein. Et pour l'influence des livres, tu m'avais dit une fois au téléphone qu'on donnait du Jimmy Dieu aux enfants. Ah. Alors ça, oui. Oui, c'est quelque chose que j'avais un peu oublié. En fait, oui, j'ai eu l'occasion de trouver à 2 reprises des livres, des vrais livres historiques de Jimmy Guilleux, donc ceux qu'il a écrits dans les années 50, Blackout sur les soucoupes volantes et le deuxième, les soucoupes volantes viennent d'un autre... Non, c'est ça, viennent d'un autre monde, c'est ça, ouais. Ouais. Un qui a été donné comme prix à l'école, à l'époque où on donnait des prix. Hein. Et le deuxième, en fait, il a été donné à un étudiant, c'est un peu pareil, mais ou à un prof, je ne sais plus exactement. Il faudrait que je l'ai gardé parce qu'il y a tout un texte très intéressant à l'intérieur. Des gens qui ont offert ce livre. Et en fait, c'était dans un milieu scolaire aussi, oui. Alors oui, donc, est-ce que ça aussi, donner ce genre de livre où on parle de soucoupe volante à l'époque, je dirais au premier degré, ça n'a pas influencé les gens. Pourquoi pas? Est-ce que ça les a influencés pour regarder plus le ciel et peut-être y voir des choses qu'ils ne comprenaient pas? Est-ce que ça a influencé des gens, et ça j'en suis certain, ça a influencé des gens pour devenir ufologues, pour s'intéresser aux ovnis et étudier le phénomène? Oui, probablement. Il y a un certain nombre de bouquins comme ça qui sont des marqueurs de leur époque. Bourret, Guilleux, Aimé Michel. Oui, ça c'est vrai. Bonjour Bruno, comment vas-tu? Ça va, je vais bien. Alors, tu te rends souvent à des conventions. Depuis combien d'années fais-tu cela? Alors, je me rends en convention depuis, ça fait maintenant une vingtaine d'années. Tout ce qui est lié à l'univers du cinéma, de la télévision et de la bande dessinée. Et je m'éclate, ça me plaît énormément. J'expose des produits dérivés, des bouquins, tout ce qui est lié à l'univers du cinéma et de la télévision. Et on rencontre des acteurs, des dessinateurs, des passionnés, et on passe un très bon moment. Ça dure un week-end généralement. Et les derniers salons, il y a eu le saut. Il y a un petit espace consacré au saut, aux archives ufologiques, plus moi quelques bouquins, et on complète comme ça. Et c'est top. Dans toutes les conventions que tu as faites, laquelle tu as préférée? Ah, c'est compliqué. Celle que j'ai préférée, c'était ma rencontre avec un acteur qui jouait dans une série, qui jouait dans Galactica, Battlestar Galactica. Et c'était une série que j'étais passionné quand j'étais gamin, et j'ai rencontré les 2 acteurs principaux. C'est-à-dire, il y avait Richard H, Dick Benedict, donc Apollo et Starbuck. Et c'était un bon souvenir. Est-ce que tu penses qu'il est utile que, par exemple, le SO ou même d'autres assos UFO aillent dans ce genre de convention? Oui, parce que là, vous avez toute la culture populaire liée aux ovnis, quoi. Donc oui, je les conseille. Je leur conseille de y aller. C'est très intéressant. On rencontre pas mal de gens. Et des passionnés, même des témoignages que j'ai eus lors des salons. Info partenaire. La 11e édition du congrès annuel de l'association OVNI Languedoc se tiendra les 13 et 14 novembre 2021
à Pérols, plus exactement à la salle Yves Abric, place Fanfone-Guilherme, dans le département de l'Hérault. En plus des conférences inédites, vous pourrez assister au premier festival du court-métrage ufologique et rencontrer des ufologues venus de toute la France. Mais je laisse le président de l'association, Thierry Gaulin, vous en parler. Samedi 13 novembre, où on projettera les 4 ou 6, je ne sais plus, films courts-métrages liés au phénomène OVNI, documentaire ou fiction. Et puis le reste du temps, ça sera les conférences comme d'hab, avec les mêmes conférenciers que l'an passé normalement, qui étaient prévus, qui n'ont pas pu venir, sauf peut-être un qui n'a pas confirmé, mais on le remplacera s'il ne peut pas venir. Si vous désirez avoir d'autres informations et renseignements par rapport à cet événement hors du commun, je vous invite à consulter la page Facebook d'OVNI Languedoc ou de vous rendre sur le site internet de l'association. Les liens sont affichés dans la description de cette vidéo. Donc je trouve que c'est une bonne chose qu'ils fassent un petit festival pour primer des films sur l'ufologie. Ça sera pour encourager d'autres personnes à en faire. Ça peut être intéressant, on va voir, et puis écouter ce qu'ils ont à dire à ce sujet sur ces films-là, les critiques qu'il peut y avoir, qui peuvent être formulées, soit par les uns, par les croyances, soit par les critiques. Donc ça peut être intéressant tout ça. Ça peut déboucher sur quelque chose de positif, c'est sûr. Annonce et recherche d'un auditeur travaillant bénévolement à scanner les revues ufologiques françaises pour les mettre à disposition publiquement et gratuitement sur le serveur de l'affût. Cette personne recherche certains ufologues et autres ayants droit afin d'obtenir d'eux une autorisation de mise à disposition de tous les ufologues de leurs revues. Par exemple les revues de l'IMSA, OVNI Info du groupe Palmos, OVNI 43, le Nid OVNI, etc. et tous les autres petits groupes ayant publié une revue ufologique. Si vous êtes intéressé par cette recherche, vous voulez y répondre, merci de nous contacter à l'adresse suivante équipe-odftv@hotmail.com. Nous vous mettrons en relation avec la personne qui a fait cette demande ou cette recherche. Passons dès à présent à la deuxième partie de cette édition, l'actualité OVNI. Alors il y a à peu près 7 ans, j'ai rencontré un témoin indirect qui habite Bleury et qui m'a raconté l'histoire d'un cas OVNI qui s'est passé sur cette route-ci, là. Une voiture la nuit est partie en direction du Bois-l'Abbé, petit village qui se trouve un petit peu plus loin, de quelques maisons. Et cette voiture, il y avait 2 personnes, un couple, a été suivie par des boules rouges. Elle a entouré la voiture et ils ont eu les conducteurs et la passagère le conducteur et la passagère ont eu très peur et ont accéléré. Et il n'y a que comme ça qu'ils se sont débarrassés des boules rouges. Passons dès à présent à la troisième partie de cette édition, le dossier. Au cours de l'édition d'août 2021, je vous avais partagé le thème « L'ufologie dans la science-fiction », dans les films, les séries TV, les téléfilms, les documentaires, etc. avec les interventions de nombreux invités. Si vous désirez voir cette ancienne édition, je vous invite à cliquer sur le lien affiché en dessous de cette vidéo. Pour ce deuxième épisode de l'ufologie dans le merveilleux scientifique et la science-fiction, nous allons aborder différents thèmes avant et dans les débuts de la science-fiction. Tout ça agrémenté de nombreux invités, de nombreuses images en rapport avec tous ces sujets. Il y avait un très grand visionnaire, c'était Jules Verne. 20 000 lieues sous les mers, les premiers sous-marins, de la Terre à la Lune. Voilà, voyage au centre de la Terre. Et c'est son fameux roman, Robur le Conquérant, tu en vois,
Ouais, bon, ouais, derrière. Alors j'ai fait un dessin, c'est ça que je dis, voilà. Qui est d'ailleurs très représentatif, ça s'appelle l'albatros, c'est très représentatif des idées qu'on a en tête à l'époque. Parce que vous voyez ce que c'est tout simplement un cuirassé de l'époque, dont on a enlevé la quille, et on a mis tout un bric-à-brac technologique, d'ailleurs il y a encore un peu par endroit des voilures. On a enlevé donc la quille, on l'a remplacé par des soutes ou des plots d'atterrissage, et il y a tout un bric-à-brac technologique, qui fait rire aujourd'hui évidemment, qui est censé faire voler le fer à repasser, quoi, finalement. Voilà. Et Jules Verne prend parti pour ça. Et il a raison, en fait. Alors, et c'est à ce moment-là qu'il commence à se passer quelque chose, au niveau qui nous intéresse, au niveau des ovnis. Les bandes dessinées ou autres, il y avait déjà cette notion d'enlèvement. Oui, effectivement, la notion, mais alors ça, c'est un petit peu lié dans l'histoire aussi, au thème, au mythe, je dirais, de la Belle et de la Bête. Il y a plusieurs thèmes qui sont sous-jacents comme ça, que tu retrouves d'ailleurs dans la suite que Jules Verne a donnée à Robur le Conquérant, qui date de 1904 et qui s'appelle, je crois, Le Maître du Monde de mémoire, où tu vois apparaître le prototype du savant fou, parce que Robur est devenu fou, ivre de son pouvoir, si tu veux, de l'hybris, comme on dit, ou de l'ubris, certains prononcent en français l'ubris. Donc, il faut voir que ce thème a transpercé, a traversé tout le XXe siècle. Tu le retrouves dans un tas de BD, justement, et de thèmes de science-fiction, avec le savant fou, par exemple Moreau sur son île, qui fait des expériences biologiques, est une forme de savant fou. Et tu le retrouves sans arrêt jusque dans la filmographie. Le docteur Folamour en est un très très bon exemple. Et même pour aller d'une manière sur un cinéma plus populaire, tu regardes tous les James Bond. Contre qui lutte James Bond dans chaque film, dans chaque épisode? Contre quelqu'un habité par l'hubris, paranoïaque, violent, qui a beaucoup d'argent, qui a du pouvoir et qui veut faire un truc pour asservir le monde ou mettre la pagaille. Voilà, on retrouve ce thème sans arrêt. Et le thème des enlèvements est un petit peu lié à ça. Effectivement, il est très ancien. Et moi, j'ai eu des BD entre les mains où c'était le thème de la Belle et de la Bête. Et il y avait ce savant fou, souvent, avec la Belle qui l'enlevait. Et c'est ancien. C'est ancien. Donc, c'est vrai que tout ça émerge sur un substrat qui n'est pas ex nihilo. Ça ne sort pas du vide. Il y a effectivement un substrat culturel. Et c'est ça qui est intéressant. Un des plus célèbres romans de science-fiction des années 20, c'était de Maurice Renard, Le Péril bleu. Donc il y a une race inconnue, que d'ailleurs on ne les voit jamais, ils sont invisibles, ils sont quelque part dans la strasse, et ils enlèvent des humains. Ils enlèvent des humains, ils enlèvent du bétail, ils volent des objets, et de temps en temps on retrouve des corps disloqués d'animaux, découpés, etc. Il y a des cas dans le roman de Maurice Renard où on retrouve des corps dans les arbres. Dans les arbres. Or, ça, c'est des observations qui ont été faites. Les Cattle Mutilations américaines, il y a des cas de vaches qu'on a retrouvées dans les arbres. Des morceaux, en tout cas. Donc, j'ai été intéressé par ça, et je me suis demandé quelle était l'origine de ces histoires de mutilation. Ben moi, je vais te la dire, l'origine. Si on revient très loin en arrière, les mutilations animales, c'était une des prérogatives, si on peut dire, des revenants. Pas les fantômes modernes qui sont un peu évanescents, etc. Non, les revenants des anciennes chroniques islandaises, norvégiennes, c'est-à-dire les textes les plus anciens qu'on a là-dessus, nous. Et il y a Le Couteux qui a très bien montré ça. Et bien, une des choses que faisaient les revenants, c'est qu'ils mettaient le bétail en pièces. Donc tu vois, il y a toute une longue tradition derrière toutes ces histoires. Ça, je trouve ça fascinant. Mais c'est fascinant. Ah oui. C'est pas ami. Oui, c'est intéressant. Ah oui, c'est un truc... Et j'ai envie de creuser ça. Alors je recommande à tout le monde de lire attentivement Le Péril bleu. Ça vient d'être édité en plus. Le bouquin a été écrit en... Je ne sais pas s'il n'a pas été écrit en 1913. Donc avant la guerre de 14, juste avant la guerre. Voilà. Le merveilleux scientifique, les débuts de la science-fiction, par rapport à l'ufologie, sont des sujets très intéressants à étudier.
et ça mériterait beaucoup plus d'attention de notre part, et même de votre part. On pourrait également, parler aussi du folklore, ça pourrait être intéressant. Mais la lumière vacille, qu'est-ce qui se passe? Ah bah maintenant je suis dans le noir. Désolé, je prends le relais. C'est Mister Programme. On est en période d'Halloween. Et en parlant de ça, qu'en est-il des films d'horreur qui traitent des extraterrestres ou des aliens? Est-ce que ces films ont influencé les témoins? Est-ce que ces films ont influencé l'ufologie? Passons dès à présent au spécial Halloween. Bienvenue, chers ODH-nautes, dans la crypte ufologique. Oui, j'ai vu et j'adore les films d'horreur ayant trait aux extraterrestres. Déjà le classique Alien et le reste de la franchise. C'est un vrai régal qui joue entre écœuranterie, conspiration et les terreurs de l'espace. Cet aspect de On vous cache tout va revenir dans un autre épisode d'ODH TV justement. Pour les années 80, il y en a donné des bons entre deux super remakes, selon moi. La Chose, qui joue avec un peu le côté l'horreur du corps, et le Blob, avec la fameuse image de l'homme pris dans la gélatine rose. Ça a marqué l'imaginaire de mon enfance. Puis pour les fans d'action, il y a aussi Predator, qui a joué un peu pas mal sur le terrain. Évidemment, dans les années 90, il y a eu le phénomène X-Files qui a un peu plus poussé cet aspect-là de extraterrestre et horreur, un peu, avec Fire in the Sky. En fait, c'est l'histoire de Travis Walton. Mais aussi avec The Astronaut's Wife ou Intrusion, une version extraterrestre du bébé de Rosemary. Il y avait aussi le remake du Village des damnés. Puis La Faculté ou The Faculty, version pour ados des Body Snatchers. Species, je me rappelle pas le nom pour le moment en français. Oui, je pense que c'est La Mutante. Mais ça, pour sa part, ça jouait sur l'aspect plutôt érotique. Au 21e siècle, il y a deux films qui ont fait une différence un peu pour moi dans cette horreur un peu plus subtile, un peu plus indépendant et artistique. C'est Under the Skin ou Sous la peau, dont certaines scènes m'ont carrément choqué. Puis Annihilation, qui est vraiment visuellement superbe. Puis pour en mentionner deux derniers, je dirais Dark Skies ou Ciel obscur, une sorte de poltergeist version extraterrestre. Puis la dernière adaptation de Color Out of Space, qui est La couleur tombée du ciel, de l'écrivain H.P. Lovecraft. C'est un auteur que j'apprécie particulièrement, puis qui a influencé de grands noms, comme par exemple Stephen King, que j'ai déjà mentionné auparavant. Disons qu'avec lui, c'est dur de pas se tromper. Jenny, je tiens à rebondir sur l'un des films que tu as cité à la fin de ton intervention, le film Dark Skies. Je l'ai revu dernièrement. C'est un film assez angoissant. On y retrouve les shadow people ou les ombres noires, les gris, les histoires d'abduction, de disparition, les oiseaux qui tombent du ciel. Bref, ça sent que ce film est basé sur les histoires d'abduction ou de rencontres rapprochées du 4e type. Comme l'a si bien dit Jenny à l'instant, il y a eu énormément de films d'horreur avec des extraterrestres, des aliens, des soucoupes volantes ou des ovnis. Alors Rémi, le dernier film que tu allais voir au cinéma, c'était Life. Oui, Life, ouais. C'est un film qui se passe dans l'espace, puisque c'est dans la Station Spatiale Internationale. Oui, mais c'est intéressant parce que ils partent d'une hypothèse où une sonde martienne a ramené des roches, et dans les roches se trouve une bactérie qui était endormie un peu, qui sommeillait, qui était en hibernation. Et ils l'ont réveillée dans un laboratoire, et cette bactérie a donné un être, d'un être unicellulaire, a donné un être pluricellulaire, et d'un être pluricellulaire, un être intelligent qui s'est développé à l'intérieur de la navette spatiale et qui a tout détruit dans la navette spatiale et tué tout le monde. Ah bah les clowns tueurs de l'espace, oui, je les ai vus, oui, tout à fait. C'est un film très particulier. C'est une invasion de clowns. Leur vaisseau est un cirque. Leur vaisseau est un cirque. Et c'est un film un peu gore, les clowns de l'espace.
même très 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 gore. Hein. Mais bon, c'est une invasion de clowns extraterrestres. C'est une curiosité dans l'histoire du cinéma. Ils prennent des humains et puis ils les changent en espèce de barbe à papa, Oui. rose. Ils mettent des pailles dedans et puis ils boivent le sang. C'est immonde. Ah non, mais c'est horrible, les clowns de l'espace. Ah ouais. Ah, ça lui plairait pas. Ah non, c'est pas mon truc ça. Ah, il y a plein de films et de séries TV d'horreur en rapport avec les aliens, les extraterrestres, les soucoupes volantes, aussi les êtres extradimensionnels. Hein. Je pense d'ailleurs au film The Mist. Mais je rajouterai un autre film qui s'appelle Attack the Block, qui est une invasion d'animaux extraterrestres avec des dents bleues phosphorescentes qui s'attaquent à un bloc d'immeubles. C'est un film assez particulier, mais bon, dans de prochaines émissions, on en citera d'autres. Et aussi, on a une science-fiction un peu plus philosophique, où parfois le rôle du méchant ne revient pas à l'extraterrestre, mais à l'humain, comme dans Avatar ou dans District 9. Et d'autres qui s'interrogent un peu plus sur le sens de la société, sur la philosophie, sur l'avenir de l'humanité. Est-ce que les romans de Stephen King ont été influencés par l'ufologie? Pas tous, mais certains d'entre eux, oui. Par exemple, les Tommyknockers? C'est le site qui me vient en tête parce que c'est celui avec des êtres d'autres planètes ou enfin on ne sait pas, mais oui, c'est l'exemple numéro 1 pour moi. Je pense qu'il peut en avoir d'autres comme euh, euh, il y en a un, ça se passe en hiver. Enfin, je me rappelle pas du titre. Dreamcatcher? Oui, voilà, Dreamcatcher. Ah, parce que Ben, non, je il y a pense- Monsieur Gris. Exact. Et je crois que dans le film, j'ai pas vu le livre encore, mais je crois que dans le film, c'est une situation qui commence avec un ovni, je crois. Oui, il y a un crash d'OVNI, effectivement. D'accord. Merci Jenny de ta réponse. Hormis les ouvrages de Stephen King, je pense que bon nombre d'entre vous ont dû avoir dans leurs mains, un jour ou l'autre, quand vous étiez enfant ou adolescent, les livres qui font peur, comme par exemple la série Froid dans le dos. Dans le livre Hôtel Mortel, il y a des extraterrestres. La célèbre série Chair de poule aussi a mentionné les extraterrestres, comme vous pouvez le voir en image. Peut-être que ça va vous rappeler des souvenirs. Il y a eu 2 livres sur l'invasion des extraterrestres. Dans La nuit des disparitions, sur la page de couverture, comme vous pouvez voir, il y a des soucoupes volantes. D'ailleurs, elle ressemble à la soucoupe volante Adamski. Le livre Kidnappé dans l'espace. Dans la série Chair de poule Horrorland, l'extraterrestre de la planète Sanglé. Zone d'ombre, un extraterrestre sous mon lit. Mais également, mon prof est un extraterrestre. Bref, l'espace et les aliens font peur pour petits et grands. Bon, alors ça, voilà, je suis un peu incapable d'en parler, puisque j'ai jamais fait de rapprochement entre les films d'horreur et la science et les zombies. Il y a tellement de scènes depuis les dernières décennies qui ont marqué l'imagination des amateurs de l'ufologie, autant des belles et réconfortantes que traumatisantes. On a juste à penser à Fire in the Sky ou encore Le quatrième type, que certains ont pris pour du vrai. Il y a un livre qui décrit aussi des abductions terrifiantes, et c'est la postérité du sabbat de Bertrand Meust, qui a aussi écrit par avant Science-fiction et soucoupe volante, puis l'autre livre, c'est Soucoupe volante et folklore. Comme on l'a vu de nombreuses fois, le thème de l'ufologie est ancré depuis très longtemps dans nos sociétés et dans notre culture populaire. Ainsi, je vous laisse imaginer tous les thèmes de films en rapport avec les soucoupes volantes ou les extraterrestres. Il y en a partout. Parce que les objets qui sont vus au sol en 1945-50, tu les trouves dans les comics américains. Hein. Donc on sait d'où ça vient. Ça vient pas, c'est pas une création ex nihilo.
parce que je dirais la science-fiction, elle est un peu en avance, à mon avis, sur l'ufologie. Et puis on trouve des idées en science-fiction qu'on retrouve après des fois en ufologie. Et puis il y a les vaisseaux extraterrestres qui feraient d'excellents ovnis. Il y a les aliens qui feraient d'excellents extraterrestres. Donc on fait le parallèle entre la science-fiction et l'ufologie, et puis voilà. Et puis ça fait rêver, comme l'ufologie fait rêver, la science-fiction fait rêver. Dans de prochains dossiers de Culture OVNI, nous continuerons notre voyage dans la science-fiction, dans l'horreur et la comédie, en vous donnant l'exemple de livres, de bandes dessinées, de films et de séries TV. Nous allons aussi par moments faire des comparaisons avec des cas d'observation et des thèmes en rapport avec l'ufologie. Bref, le voyage ne fait que commencer. Donc je vais vous présenter en fait pour Culture OVNI un masque que j'ai trouvé, un masque allemand sur un alien, un gris. Donc c'est un masque de carnaval pour Halloween. Donc c'est un des produits dérivés qui est sorti parmi la grande quantité, quoi. Il y en a eu énormément. Et il est assez bien fait, il est assez ressemblant par rapport à tout ce qui est témoignage et tout. Et j'ai dit tiens, c'est sympa d'avoir ça. Voilà, c'est la fin de cette édition de Matin OVNI dans le monde. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la prochaine édition. Je tiens à remercier tous les membres de l'équipe de DHTV, toutes les personnes qui nous ont aidés à faire cette édition. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo numérique muni d'une bonnette à réseau de diffraction, la station météo, et à très bientôt sur les routes ufologiques en France et dans le monde sur DHTV. Au revoir.